Ainsi parle Zarathustra est l'œuvre la plus nissarde de Nietzsche. C'est l'œuvre qu'il a écrite autour de l'année 1883, période où il résidait à Nietzsche, pour ceux qui ont fait le pèlerinage, la rue Catherine Sigurane, au 38. C'est le lieu où il a été, Catherine Sigurane, c'est le lieu où il a été pendant deux hivers. L'été, il habitait à Sis Maria. Il a habité aussi à Catherine Ségurane et rue Rossini, et aussi ailleurs. C'est les endroits, c'est pendant cette période qu'il a écrit Zarathustra. Excuse-moi, c'est vrai que tu as dit qu'il habitait à Nietzsche. Ouais, moi j'ai entendu ça aussi, le lapsus. Ouais, on avait tous compris qu'il voulait dire 10. Ouais, mais au départ, j'ai dit que c'était l'œuvre la plus nissarde. Donc, oui. Ça va, on comprend. C'était une blague en fait. 10, Nietzsche. Donc l'œuvre est un poème philosophique majoritairement en prose ou autrement dit un poème philosophique dont la visée est de transmettre l'enseignement de Zarathustra, de partager son expérience vécue. Formellement, c'est une suite de paraboles qui n'est évidemment pas sans rappeler le Nouveau Testament. Je commence par simplement définir parabole comme ça, parce que j'aime bien définir. Une parabole est un court récit allégorique ou symbolique sous lequel se cache un enseignement moral ou religieux. Et je continue par définir allégorie, on va faire que ça, définir. Une allégorie, c'est un mode d'expression consistant à représenter une idée abstraite ou une notion morale par une image ou un récit. Voilà, pour ne pas être obscur plus longtemps, nous pouvons dire que, quasiment comme une hypothèse nous permettant d'unifier la préface, le prologue, Nietzsche annonce dans les grandes lignes ce qui constitue l'esprit libre, ce qui pourrait être une éthique du philosophe. Donc là, j'introduis à la préface ou au prologue. La première chose qui saute aux yeux est au premier chef la forme tout à fait particulière de l'œuvre. On sent la recherche d'une forme adéquate. Zarathustra se fait poète, pamphlétaire, aphoristique, etc. C'est évidemment dû à la conception nietzschéenne du langage, notamment du langage conceptuel propre à la philosophie, que l'on devine dans les textes antérieurs à Ainsi parlait Zarathustra, inapte à exprimer l'ontologie héraclitéenne qu'il adopte. Par exemple, il y a le paragraphe 112 du Gai Savoir, dans lequel il fait une critique de l'idée de causalité, une critique classique dans l'histoire de la philosophie, où il dit que les scientifiques, bien qu'ayant fait des progrès dans leur domaine, ils n'ont fait que perfectionner l'image du devenir. Voilà, c'est une expression, je pense, assez éclairante. Perfectionner l'image du devenir. Le devenir, donc, c'est l'idée héraclitéenne. Donc, un mobilisme universel qui disqualifie de ce fait une pensée conceptuelle en ce qu'elle tendrait à figer quelque chose qui ne demande pas à être figé, en tout cas pour être compris. Donc, la référence, c'était le paragraphe 112 du Gai Savoir. Le choix du poème et l'utilisation massive de métaphores à l'encontre de concepts par trop stables relativement à la mobilité universelle n'est donc pas innocent. Zarathustra, en outre, ne cherche pas à convaincre comme d'autres figures mythiques, contrairement aussi à ce qu'on fait dans une œuvre de philosophie. Zarathustra est exemplaire, il montre une aurore possible dans un monde sans Dieu. En effet, Ainsi parlait Zarathustra n'est pas la première œuvre dans laquelle apparaît le Zarathustra nietzschéen. Zarathustra apparaît, pour ceux qui ont lu le 5e livre du Gai Savoir, il apparaît donc à la toute fin du livre, pour annoncer la fameuse mort de Dieu. Et que fait Zarathustra dans le prologue ? Il annonce le nécessaire dépassement de l'homme, sous-entendu de l'homme en tant que créature de Dieu, est condamné à rester dernier homme, à rester vautré dans le nihilisme. Autrement dit, il annonce le nécessaire dépassement de l'homme qui vise une transcendance extérieure pour arriver à un homme qui vise l'immanent dépassement de soi. Donc d'une transcendance extérieure à l'immanent dépassement de soi. Cela explique pourquoi Zarathustra décline, redescend par amour des hommes, par un amour qui peut sembler tout à fait naïf. Mais c'est d'un amour du possible en l'homme dont il s'agit, donc un évident anticonservatisme de Zarathustra. L'illustration de cela, c'est l'anaphore de la 4e partie du prologue, avec la répétition de l'expression « j'aime celui qui ». Zarathustra, en donnant une image de l'esprit libre, réalise en fait un double don, celui d'un nouvel amour et d'un nouveau mépris. Il veut faire aimer, montrer qu'un nouvel homme est possible, et ce nouvel homme est désigné par le fameux terme de surhomme, évidemment, tandis que ce qui est méprisable est le dernier homme. Rappelons la formule célèbre « l'homme est un pont pour l'homme », qui montre que
presque un certain humanisme de Nietzsche si on tord un peu le terme d'humanisme, et qui montre aussi que, en tout cas, Nietzsche n'est pas du tout misanthrope, et s'il redescend, s'il décline, c'est par amour de l'homme, mais pas un amour comme le vieillard qu'il rencontre en redescendant avait, qui fait que après ce vieillard, il se détourne complètement des humains après les avoir trop aimés. Non, Zarathustra, ce qu'il aime en l'homme, c'est le potentiel humain, c'est le fait que l'homme est tampon pour l'homme. Et donc le fait que l'homme n'est pas condamné à rester dernier homme, selon Nietzsche, mais il y a quelque chose de possible, et ce possible, c'est le surhumain. Je finis, il me reste un paragraphe. Cela nous permet de clore sur 2 points. Le premier est topologique. Zarathustra partage en effet avec Socrate un point commun tout à fait évident, il ne s'occupe pas de politique. En revanche, si Socrate ne fait pas de politique qui est fuyant, donc les références, ça c'est évidemment l'apologie de Socrate et la digression du tête-à-tête, Zarathustra est tout à fait en dehors de la cité comparé à Socrate qui est sur l'agora, comparé aussi à Descartes qui vit un peu en ermite mais dans un poêle, pas dans une pièce où il y a un poêle, qu'on appelle poêle en métonymie. Zarathustra, avant de descendre dans la cité pour arriver sur la place du marché, il descend des montagnes, il vient de passer 10 ans dans les montagnes. Donc, et là c'est une petite touche personnelle, non pas que j'ai fait un copier-coller pour tout ce qui précède, mais Zarathustra est donc tout à fait en dehors de la cité. On peut donc raisonnablement le supposer sportif, très, très résistant, et donc supposer qu'il s'abstient de nier le corps ou l'âme, ce qu'il reprochera à Socrate en l'accusant d'être, à la vue de son physique ingrat, le premier représentant de l'esprit juif, c'est-à-dire monothéiste, avec une âme seule qui communique avec le divin et un corps dont il faut se défaire. Et donc Zarathustra, en affirmant le surhumain, affirme aussi une réunion du corps et de l'âme avec rien dont il faille nier. Enfin, il ne paraît pas non plus innocent que l'endroit où Zarathustra rencontre massivement les derniers hommes soit la place du marché, ces derniers hommes étant comparés un tout petit peu plus loin, je crois que c'est au chapitre 8, à des mouches, plus loin des mouches donc, qui aiment ce qui est nauséabond et donc qui aiment ce qu'ils devraient haïr et haïssent ce qu'ils devraient aimer. Voilà.